C'est une ville marchande typique du Sahara et on y vend toujours des produits locaux. Mais au XVIe siècle, on y faisait aussi le commerce d'esclaves. Timimoun était au carrefour des routes des caravanes et on y trouvait le plus grand marché aux esclaves d'Algérie. Aujourd'hui, il reste en ville une grande communauté noire, descendante des esclaves d'autrefois. Comme à Gardaïa, l'architecture est très particulière. Les édifices en terre ocre sont nés du climat impitoyable et de l'ingéniosité des hommes. Cap Terre est le centre de préservation de la tradition du bâti en terre. Il a été fondé par le ministère de la Culture pour promouvoir ce patrimoine architectural. Il apprend les techniques ancestrales des Berbères à des étudiants venus de tout le pays. Aujourd'hui, on a eu la chance de venir au Cap Terre pour réellement découvrir, prendre conscience des techniques ancestrales qui ont permis à nos ancêtres de bâtir ces merveilleux chefs-d'œuvre architecturaux et artistiques et qui sont parfaitement adaptés à notre culture et à notre climat. C'est de notre devoir de préserver tout ce patrimoine, toute cette culture et cette diversité. Les plus belles réussites de l'architecture berbère sont sans doute les Ksours, bâtis par les Zénètes, des tribus berbères qui contrôlaient la région à l'époque. Un Ksar est un village fortifié. Il en reste quelques-uns encore intacts, au bord d'un lac salé appelé Sebka de Timimoun. Ils sont très prisés des touristes. Nous sommes au Ksar d'Iguézer, à une douzaine de kilomètres de Timimoun. À l'origine, son architecture est défensive, avec une tour de guet pour surveiller la Casbah et les environs en cas d'attaque ennemie. Au Xe siècle, le Ksar était aussi la demeure d'un seigneur qui ouvrait ses portes aux habitants en période de paix. Et là, si on voit, il y a des maisons. 10 familles vivaient sur place et on voit encore les vestiges de quelques habitations, d'un grenier et d'une salle de prière. Et si vous voyez, ça c'est l'entrée principale, ça c'est l'accès pour la maison. Et si les bâtiments sont construits en toubes, un pisé qui réunit des matériaux comme le sable, la pierre et l'argile rouge locale. Et si vous voyez, regarde la construction, là il y a des dômes, genre comme ça, c'est fait à la main. Et l'épaisseur des murs, ça dépasse les 30 cm. Comme ça, c'est des obstacles pour que la chaleur, ça rentre pas, et le froid aussi. Hein. Donc, pour que tout le monde, ça soit bien. Yasmine Terki est la directrice de Cap Terre. Ces architectures n'étaient pas le produit d'un architecte. Ces architectures étaient le produit de générations et de générations et de générations de bâtisseurs qui avaient tour à tour, depuis des siècles, voire même des millénaires, réfléchi à trouver des solutions pour habiter dans les lieux dans lesquels ils vivaient et qui, de génération en génération, ont transmis les solutions qu'ils avaient trouvées aux générations futures qui, elles-mêmes, ont augmenté ces solutions de leur propre expérience et que les architectures que je découvrais aujourd'hui étaient le produit de toute cette accumulation d'expériences, le produit en fait de ce qu'on appelle la tradition. Ces châteaux étaient situés à des points stratégiques sur la route des caravanes arabes. Le seigneur du Ksar offrait l'hospitalité aux voyageurs, puis exigeait qu'ils paient une redevance. Au fil du temps, le rôle du Ksar s'est étoffé. C'est devenu un lieu de vie pour la communauté et il veille toujours sur la Casbah. À cause de l'aridité de la région, les nomades qui vivent dans le désert dépendent des rares ressources naturelles. Ces fermiers berbères préparent leur pain traditionnel appelé taguela.
La pâte, à base de semoule de blé, est longuement pétrie et façonnée en forme de disque plat, avant d'être cuite sous le sable chaud, les braises et la cendre. La taguela est le plat de base des Touaregs depuis plus d'un millénaire et la méthode de préparation n'a pas changé. On le sert avec du thé brûlant. Quand on explore le désert autour de Timimoun, on aperçoit parfois des dômes étranges. Ces monuments sont des koubas, les tombeaux d'hommes saints appelés marabouts. Les marabouts étaient soufis et pendant longtemps, ils ont exercé une grande autorité dans les villages. Ils arbitraient les conflits terriens entre les clans et assuraient la cohésion de la population en temps de guerre. Ils étaient tenus en haute estime par tout le monde, comme le prouvent ces monuments à leur mémoire. Ce qui est le plus impressionnant, c'est le silence. Mais il n'est pas total. On est entouré par le bruit du vent et de l'eau. C'est assez surprenant d'avoir de l'eau dans le désert. Et c'est une expérience qu'on ne peut vivre nulle part ailleurs. On peut ressentir ce que les Touaregs ressentent quand on vient dans le désert et dans le Sahara algérien. Dans le sud du Sahara, on trouve deux destinations touristiques très visitées, les parcs culturels du Tassili et de l'Ahagar. Pour les atteindre, il faut faire 2 heures d'avion depuis Alger jusqu'aux aéroports de Djanet Tiska et Tamanrasset. Le Tassili Najer est un immense plateau dont les paysages désertiques sont fascinants et presque irréels. Au milieu des dunes de sable, comme à Tin Merzouga, on aperçoit parfois des monolithes impressionnants en grès. Au cœur du Sahara, on a du mal à croire qu'autrefois, la région était habitée et luxuriante, comme le rappellent les peintures et les gravures rupestres du Tassili, qui ont environ 9000 ans. On y voit des chasseurs-cueilleurs qui chassent des félins, des buffles, des gazelles, des lions, des hippopotames et même des poissons. Le désert était autrefois une savane avec des lacs et une faune et une flore très riches. L'art rupestre raconte l'histoire de civilisations balayées par la désertification. Il y a plus de 15 000 peintures rupestres sur les parois du Tassili Najer et encore beaucoup plus érodées par le temps et les éléments. Comme ces scènes vues dans la cité de Séphar et dans le massif de la Tadra rouge, les peintures nous parlent des sociétés africaines antiques et de leur culte religieux. Tamanrasset est la plus grande ville de la région. C'est l'oasis la plus méridionale du Sahara algérien et la capitale des Touaregs. Au pied des montagnes s'étend cette ville que les habitants surnomment Tam. Le site a d'abord été appelé Fort La Perrine, une garnison de la Légion étrangère. Depuis, c'est devenu une sorte de ville frontière où des gens s'installent parce qu'ils y trouvent des emplois mieux payés que dans les quartiers pauvres de la banlieue d'Alger.
Les artisans locaux sont connus pour la qualité de leurs bijoux, mais aussi pour le travail du métal et du cuir. Le mot Touareg proviendrait de l'arabe qui signifie « abandonné par Dieu », mais les Touaregs lui préfèrent le nom Imouag, les gens libres. Sur le plan religieux, cette ethnie berbère adhère à un courant de l'islam appelé malikisme. Il est fondé sur les enseignements du prophète El Maghili. Leur tradition diffère de celle des autres musulmans. Tamanrasset a toujours été sur la route des caravanes qui traversaient le Sahara. Les capitaines des caravanes de chameaux sont toujours les Touaregs, qui connaissent le désert mieux que personne. Le costume traditionnel des hommes est lié à leur foi. Dès l'âge de 25 ans, ils sont vêtus d'un chèche ou taglemoust, souvent bleu, qui leur vaut le surnom d'homme bleu du Sahara. Ils se couvrent toujours la bouche, le nez et le front, sauf quand ils sont avec leurs proches. Zahra Kodja, guide locale, nous en dit plus sur les traditions touareg. Dans la communauté touareg, dans la société touareg, pour ce qui est des hommes, lorsque le garçon doit passer de l'adolescence à l'âge adulte, il porte le voile lors d'une cérémonie qui lui est organisée par sa communauté. Cela lui permettra justement, quand il devient adulte, de faire comme ses aînés. Il se couvre il se couvre la moitié de la face. Et donc, il ne laisse que ses yeux apparaître seulement. C'est tout simplement par rapport au code du comportement de la société touareg. Ils ont quand même un code qu'ils doivent respecter. Et ce code-là, on l'appelle Eshek. Et Eshek comprend toutes les règles que doivent suivre les hommes en particulier. Ces hommes sont éleveurs. Ils se retrouvent pour aller ensemble au marché acheter des bêtes. La tradition veut que les femmes touareg portent un voile plus léger que celui des hommes. Effectivement, les deux sexes portent le voile, mais ils sont différents. C'est pour une question de pratique surtout. Et alors les femmes en général restent dans le campement, même si elles s'éloignent un petit peu pour faire transhumer leurs chèvres, leurs troupeaux, elles sont surtout donc elles reviennent toujours au campement. Et elles ne sont pas obligées de se couvrir la face. Et puis la tradition est restée. La société touareg est matrilinéaire, mais le rôle des femmes reste largement limité à la sphère domestique. Elles ont pourtant un statut privilégié par rapport aux autres femmes du Maghreb. On l'appelle le système matrilinéaire parce que le pouvoir du commandement est utérin, qui vient par, c'est la mère qui le transmet, mais c'est pas elle qui commande. Voilà, c'est ça, c'est par rapport à la lignée. Dans la société touareg, la femme est considérée comme le pilier de la communauté. À petit niveau ou à un niveau inférieur, il y a la cellule familiale. Et dans cette cellule familiale, quand il y a mariage, c'est la femme qui apporte sa tente, sa maison. Et parce que même le mobilier, c'est elle qui le ramène avec elle. En fait, l'homme est toujours en voyage et elle reste dans le campement. Donc, quand il y a séparation, c'est l'homme qui part, mais c'est elle qui reste. La musique est le domaine des femmes,
Elle compose les chansons et joue d'une sorte de violon appelé imzad. C'est une calebasse semi-sphérique avec une seule corde dont elles sont les seules à avoir le droit de jouer. Les chansons touareg parlent de la nostalgie du passé et célèbrent les exploits des héros d'autrefois. Le son de l'imzad accompagne les rencontres traditionnelles entre jeunes hommes et jeunes femmes. Des veillées qu'on appelle ahal, pendant lesquelles on se fait la cour. Les hommes n'ont pas le droit d'en jouer, sous peine d'être maudits. Les djinns et les mauvais esprits jouent un rôle central dans la vie des Touaregs, et l'imzad est un instrument qui aurait le pouvoir de repousser les forces malfaisantes et de soulager la douleur. Taman Rasset est devenue une base de l'armée française à l'époque de l'Algérie française. Les soldats français étaient déployés dans le désert pour mieux le contrôler au sein des compagnies méharistes sahariennes. La Légion étrangère a été fondée en 1831 par le roi Louis-Philippe pour combattre dans les territoires coloniaux français en incorporant des étrangers et des autochtones. Elle a été stationnée en Algérie jusqu'à l'indépendance du pays en 1962. À l'époque coloniale, la France a utilisé le Sahara pour ses essais nucléaires, avec au total 17 tirs aériens ou souterrains sur place entre 1960 et 1966. France moves ahead toward its goal of equal rank with Britain, Russia, and America in the Great Powers Nuclear Club. Le rôle de la Légion étrangère était la protection et l'expansion de l'empire colonial français et de ses intérêts en Afrique. Pendant les 130 années de présence française, des centaines de milliers de légionnaires ont été envoyés dans le pays pour assurer le maintien de l'ordre. Dans ce fort de Taman Rasset était stationné un jeune officier de l'armée française, Charles de Foucauld. Arrivé en Algérie vers 1880, il a eu une vie très dissolue, mais il est entré dans les ordres après avoir eu une révélation. Il a décidé de consacrer son temps à aider les Touaregs. Devenu ermite dans le désert, il s'est fait appeler le frère universel et a dédié sa vie à Dieu. Zahra Kodji connaît bien son histoire. Il cherchait un endroit où justement retrouver l'absolu. Il voulait vivre comme Jésus dans la pauvreté. Et il voulait aider les autres. Il est arrivé ici, il a vu que les gens étaient démunis. Et c'était pour les aider. Et l'atmosphère, le climat, tout pouvait lui permettre de souffrir quelque part, mais d'être bien heureux auprès de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'ils aidaient les autres. Mais à un certain moment, il est tombé malade, très malade, et il a été sauvé par les Touaregs. Donc il a compris qu'il pouvait donner, non seulement donner, mais recevoir également. Et c'est pour ça qu'il a fini par se proclamer le frère universel, le frère de tout le monde. Au cours de sa quête spirituelle, Charles de Foucauld a quitté Taman Rasset pour errer jusqu'au plateau de l'Askrem. Pour le rejoindre, il faut parcourir plus de 300 km dans la plaine. Le paysage est fait de sable et de formations rocheuses en granit et en basalte. Le plateau de l'Askrem culmine à plus de 2700 mètres.
Il est composé de coulées de lave et de sommets volcaniques, et dans le Tassili du Hogar, on peut voir d'immenses formations en grès qui surgissent du sol. On arrive ensuite dans l'Atakor, une vallée volcanique dans le plateau du Hogar. Les Touaregs sont les premiers à s'être installés dans la province de Tamanrasset. Malgré le manque de pluie, il y a assez d'eau pour les chameaux et les chèvres. La plupart des Touaregs ont abandonné le nomadisme pour chercher un emploi en ville, dans l'industrie ou le tourisme. Certaines familles restent malgré tout attachées à leur mode de vie ancestral. On gagne notre vie grâce à nos animaux. On traite les bêtes et parfois on vend des produits en ville, à Tamanrasset. On suit les animaux qui ont besoin de se déplacer pour trouver des pâturages qui dépendent de la pluie. On veut rester avec nos animaux et être libre. Je ne veux pas vivre en ville, parce qu'il faut avoir un diplôme là-bas. Ma vie me plaît. Je ne veux pas avoir le stress de devoir payer des factures. Nous, on n'utilise pas l'électricité. Sur la route vers l'Askrem, on passe par le lit asséché d'une rivière. Le paysage est aride, mais le désert est parsemé de sources. Le désert d'Atakor ne reçoit que 15 mm de précipitations par an et c'est l'un des endroits les plus secs de la planète. Il y a de nombreuses gueltas, de petites cuvettes qui se remplissent d'eau où les hommes et les animaux peuvent se ravitailler. Un guide local nous parle du quotidien des Touaregs. Si la vie est dure ici? Non. Elle n'est pas compliquée pour nous. Parce qu'on connaît le désert et qu'on le comprend. On sait où et comment trouver des points d'eau. Mais ceux qui ne sont pas d'ici n'arriveraient pas à les trouver. Ils marcheraient dans tout le désert et mourraient de soif avant de trouver une source. Les gueltas se forment quand une rivière s'assèche et laisse une poche d'eau. Ou bien quand une source se déverse dans des mares profondes au milieu des rochers en granit. Si vous voulez trouver de l'eau, il faut chercher une montagne. En général, on en a au pied de la montagne, parce que l'eau ruisselle du sommet. Le père Charles de Foucauld s'est installé ici, au bout du monde. Il y a fait sa retraite spirituelle dans les montagnes du Hogar jusqu'à sa mort en 1916. Il a été assassiné ici par des pillards touaregs. Sa chasuble est toujours accrochée dans son humble demeure. Au cours de son séjour dans le désert, Charles de Foucauld a rédigé un dictionnaire touareg et beaucoup appris sur la culture et le patrimoine local. Il repose aujourd'hui dans ce désert qu'il aimait tant.